Bonjour et bienvenue à Symbole et Intuition. On est présentement en train de décortiquer la symbolique des cartes des arcanes majeures du tarot Rider-Waite. On est présentement rendu aux cartes 10 et 11, donc à la roue de fortune et à la justice. Si vous désirez voir les symboles d'une carte qui serait avant celle qu'on va voir aujourd'hui, donc 10 et 11, les vidéos sont déjà faites, donc juste aller voir sur ma chaîne YouTube pour aller voir la carte qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, ce sera, comme j'ai dit, la roue de la fortune et la justice. La roue de la fortune. Alors, c'est une carte avec, encore une fois, beaucoup d'informations à l'intérieur. Je vais essayer d'aller assez rapidement et d'être concise pour aller à l'essentiel. Donc, ce qu'on voit d'entrée de jeu, ben, c'est la roue au milieu. Donc, la roue qui va tourner. Donc, on va beaucoup parler d'un point tournant, d'un changement, d'un revirement de situation. Il y a beaucoup l'idée de ce qui monte redescend, etc. Donc, une fois qu'on est au sommet, on peut toujours redescendre et vice-versa. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à aller chercher dans cette carte-là. Par le fait que, bon, autour de la roue, il y a des personnages. Donc, il y a lui, ici, le petit serpent, qu'on voit pas nécessairement en premier. Moi, ça me fait penser, c'est drôle, mais au serpent du jeu Serpent et Échelle. Puis, ben oui, quand on a un serpent, on descend. Donc, c'est un peu associé à l'idée de descendre au plus bas, l'idée du mal, fait que le mal qui nous amène vers le bas. Il y a aussi ici une espèce de créature avec une tête de chien qu'on pourrait associer à Anubis, qui est la divinité associée aux morts dans l'Égypte ancienne. Puis lui, il remonte vers le haut. Ce qu'on pourrait associer à ça, c'est qu'au plus bas, ben on aurait, admettons, au sens figuré, on aurait les enfers, puis le haut, on aurait le paradis. Donc cette créature-là est en train de remonter vers le paradis, mais par le fait qu'elle est passée par le plus bas, elle revient avec plus de connaissances, plus de sagesse et d'expérience aussi. Donc ça peut servir de passer par en bas pour pouvoir remonter avec... puis continuer à avancer, non pas faire des ronds sur place, mais que ce processus-là est probablement nécessaire, mais dans un but orienté. Puis il y a aussi le Sphinx au sommet. Lui, par contre, il semble plutôt stable, donc il n'y a pas l'impression qu'il monte ou qu'il descend. Il est en haut, il est à sa place, il bouge pas de là. Le Sphinx, c'est une créature assez mystérieuse, donc ça va rappeler le côté mystère de la vie, qui porte un choix. Hein, c'est le Sphinx qui a l'air de décider, l'épée qui va trancher, c'est lui qui la tient. C'est comme le Sphinx qui va décider si on reste en haut ou si c'est le temps de descendre, mais c'est pas nécessairement une notion de libre arbitre dans cette carte-là. Donc on peut saisir notre chance, par exemple, parce qu'on a toujours la chance de rester en haut, mais on peut aussi prendre la chance de tomber plus bas. Donc, c'est pas vraiment en notre contrôle, mais il y a une notion de décision, mais qui est peut-être pas 100% la nôtre. Aussi, dans la roue, on peut voir des symboles. Donc, les symboles qu'on a ici, ce sont des symboles liés à l'alchimie. Qui est un courant qui, eux aussi, un peu comme les francs-maçons, travaillaient sur l'idée d'atteindre de manière philosophique un idéal ou la perfection ou une personnalité parfaite, entre guillemets. Puis ils travaillaient beaucoup aussi avec... C'est comme la naissance de la chimie, puis des symboles, puis des éléments et ces choses-là, mais il y avait quand même un volet philosophique à tout ça. Donc eux, ils cherchaient, c'est ça, la perfection, l'idéal. Ils appelaient ça le tout. Donc un peu la matière première qui faisait que tout existait dans le monde et que si par certains changements on arrivait à extraire certaines choses, ben on arrivait à retrouver ce un et le tout là. On peut aussi le voir comme étant chaque individu est un qui forme le tout. Et le tout est aussi constitué de chaque individu individuel. Donc,
travailler sur soi collectivement pour un meilleur tout, pour un meilleur monde, dans le fond. Ils avaient 3 éléments. En fait, le tout était beaucoup, encore une fois, représenté par des énergies pas négatives, pardon, mais masculines et féminines. Donc, le soleil pour le masculin, la lune pour le féminin. Et par des éléments aussi, donc ça se déclinait feu, air, eau, terre. Et puis ces éléments-là aussi pouvaient s'agencer, donc feu, air faisait le soufre, on a le symbole ici qui est un triangle. Faudrait l'imaginer dans le fond si la roue était, si ce symbole-là était dans le haut de la roue, on aurait un triangle avec un espèce de petit plus en dessous, là, qu'on voit pas très bien parce qu'il y a un rayon dessus. Ensuite, on aurait l'air et le feu qui ferait le mercure. Donc on a comme un petit rond avec une petite vague et puis encore un petit plus. Et aussi le sel ou le salpêtre ou le nitrite, quelque chose comme nitre, pardon. Et puis celui-là, ben, c'est un rond avec bien divisé en son centre au milieu. Et puis ces 3 éléments-là représentaient beaucoup l'accord, ou comme la Sainte Trinité, si on pourrait dire, mais l'accord entre l'âme, la pensée, et l'esprit, la conscience, et le corps, la matière. Donc cet équilibre-là, encore de 3 niveaux, entre le matériel, l'intellectuel et le spirituel. Donc on retrouve des beaux petits parallèles comme ça d'un courant à l'autre. Et puis on a des petites vagues ici d'eau. J'ai dû chercher un peu parce que j'ai pas trouvé en tant que tel que c'était un symbole alchimique. En tout cas pas illustré comme ça, moi j'ai rien trouvé. Mais par contre, les symboles qui sont associés au zodiaque ont l'air beaucoup liés au courant alchimique. Et puis celui-là, ce serait le Verseau. Donc le lien que je pouvais faire, c'était l'eau. Sinon, le Verseau, c'est une idée, c'est un signe associé au dynamisme, à la détermination intérieure, puis à la raison. Donc le dynamisme de la roue est vraiment là. Puis la détermination intérieure, c'est peut-être le petit saisir ta chance aussi. Et puis l'eau symboliserait peut-être le un et le tout là-dedans. Alors l'union des 3 ici réunis dans le Verseau. Mais si vous avez une autre interprétation, je serais vraiment intéressée parce que j'ai cherché beaucoup sur ces symboles-là puis j'ai rien trouvé qui correspondait exactement aux petites vagues qu'il y a ici. Donc c'est ça. Après ça, sur le cercle plus extérieur, on a 2 types de symboles. Donc on a des lettres, T-A-R-O. Selon certaines sources, dont le livre Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, je pourrais mettre la référence dans le bas de vidéo, mais elle parle du fait que, ben, comme c'est une roue, on pourrait lire les lettres un peu dans n'importe quel ordre. Fait que ce qui fait qu'on pourrait obtenir, par exemple, tarot. Donc tarot, qui sonne beaucoup comme le jeu en ce moment, le tarot. On aurait rota, qui serait une racine de roue. On aurait Torah, en l'autre sens, qui est la loi juive à ce moment-là. On aurait aussi Hathor, qui ferait le lien avec Oson un peu plus, là, la divinité de l'amour. Puis on aurait Orat, qui serait une déclinaison de dire, en fait, qui serait dit en latin. Puis si on mettait tout ça ensemble, ben on aurait la carte du tarot de la roue de la fortune, nous donne ou dit la loi universelle qui est l'amour. Donc ce serait... Moi je trouve que c'est un petit peu chercher loin, mais bon, ça peut être intéressant de le voir de cette façon-là aussi. On a aussi dans ce cercle-là des lettres en hébreu qui peuvent dire Dieu, mais aussi une déclinaison de être ou de éternel. Comme si l'action d'être était nécessairement cette rotation-là de haut et de bas, et que toute créature
quelle qu'elle soit, est un peu soumise à cette loi-là. Donc, toute la création, donc tout être, est un peu soumis à cette loi de haut et de bas et de revirement de situation dans la vie et de choses qu'on contrôle pas aussi, qu'il faut accepter. Ensuite, autour de la roue, on a 4 petits personnages. On a un ange, on a un aigle, un taureau et un lion. Donc, ce serait pour associer aux 4 éléments que j'ai nommés tantôt. Donc, l'ange, ce serait pour l'eau, donc les émotions, tout ce qui est émotif. L'aigle pour l'air, donc tout ce qui est idées, les idées, le raisonnement, la logique. Le taureau serait pour ce qui est lié à la terre, donc tout ce qui est matériel. Et puis le lion, ce serait le feu, donc tout ce qui est action, action, puis une espèce d'agressivité, mais de passer à l'acte. Et puis tous ces personnages-là sont en train de lire comme pour montrer qu'on est encore en apprentissage à ce niveau-là. Donc on maîtrise aucun de ces représentants-là, on les maîtrise pas, ils sont là par contre, on les connaît, mais ils sont encore en mode apprenti. On va les revoir sur la carte finale du monde, donc la dernière carte des arcanes majeures. Ils vont revenir, puis là, vraiment, on va être rendu au point de la maîtrise. Donc, si on veut résumer la carte, beaucoup de tout passe et la roue tourne pour tous, pour tout le monde, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Mais ce qu'on est toujours certain, c'est que si on est en haut, il faut se préparer à aller en bas. Et que si on est en bas, ben on peut espérer pouvoir retourner en haut éventuellement. La justice maintenant. La justice, c'est une carte assez sombre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais la rapprocher au besoin. Généralement, on perçoit la justice comme une femme. Alors celle-là, on ne sait pas trop. Elle est plutôt androgyne. Mais surtout, c'est qu'on la représente souvent avec les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'on dit que la justice est égale devant tous les hommes. Donc, elle n'a pas besoin de voir qui on est, donc de voir notre image avec, voir si on est plus ou moins nanti, par exemple, pour pouvoir nous juger en fonction de nos actions, parce qu'on est jugé en fonction de règles établies selon la loi, et puis chacun doit s'y plier de la même façon, peu importe notre rang social. Alors que cette justice-là, a les yeux ouverts, parce qu'elle ne nous juge pas en fonction des autres ou de nos actions par rapport à celles des autres ou à ce qui est attendu de nous, mais plutôt par rapport à nous-mêmes. Donc c'est un peu l'idée de conscience et de justice réunies. Donc elle a besoin d'avoir les 2 yeux ouverts pour être capable de peser dans sa balance le pour et le contre. Il n'y a rien qu'on doit se cacher à ce stade-là pour être capable d'avoir un verdict qui est juste. Le verdict qui va être rendu par l'épée qui est ici, qui est très très droite. Donc, ça demande beaucoup de droiture pour accomplir cette carte-là. Mais elle va trancher en faveur ou en défaveur, ou dans le fond nous donner une sentence. Donc, pour faire tout ça, elle a besoin de pouvoir voir qu'est-ce qu'on met dans la balance, tout ce qui joue en notre faveur, tout ce qui joue à notre défaveur, carrément. Puis, c'est ça, on peut rien cacher à la justice à ce niveau-là. Autre chose intéressante, on a encore une couronne avec trois montants. Encore pour l'éternel matériel, spirituel, intellectuel. Donc, on est jugé à ces 3 niveaux-là. Et puis, on a un petit carré, lui, il est plus subtil, là. Donc, encore le rappel, on l'avait vu sur la carte du chariot, sur son plastron, une quête de perfection, de toujours s'améliorer, et on travaille vers ça. Donc, c'est pas nécessairement pour nous punir, là, que la justice va rendre son verdict, c'est pour nous rendre meilleurs. Donc, faut jamais perdre cet objectif-là de vue.
Ce que j'aime bien de cette carte-là aussi, c'est que je retrouve des éléments d'autres cartes précédentes dans le cycle. Je trouve qu'il y a un beau parallèle avec la grande prêtresse. Au niveau de la position assise, la justice a les jambes un peu plus écartées que la grande prêtresse, mais on retrouve encore le voile et l'idée des colonnes, un peu différente, mais il y a quelque chose de caché encore. Donc, alors que la grande prêtresse nous dit de prendre conscience qu'il y a un voile, donc qu'il y a quelque chose derrière, la justice, elle, nous juge en fonction de ce qu'il y a derrière le voile. Mais pour la personne qui est jugée, toujours pas accès à ce qui est derrière le voile. Ça veut dire qu'on n'est pas rendu au bout de notre cheminement, mais on le sait qu'il y a un voile là. L'étape de plus, c'est qu'on peut se faire juger en fonction de ce qu'il y a de l'autre côté. Et d'où la notion peut-être d'injustice. Ne sachant pas à quoi on est comparé, ça peut être difficile de comprendre pourquoi on obtient telle ou telle sentence morale. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on a aussi? Je trouve que ça représente bien aussi l'empereur pour la droiture de l'empereur. Bon, encore une figure assise, mais et puis d'ailleurs, il y a les jambes un peu plus écartées, similaires à la justice, mais pas encore très ouvertes. Mais dans le fond, on a encore la structure de pierre très droite. On retrouve les colonnes, la justice sont aussi en pierre très droite, très symétrique. Il y a vraiment il y a très peu organique, là, un peu comme l'empereur, qui ramène un petit peu l'idée d'ordre, d'autorité, de structure, de loi, de morale qu'on avait chez l'empereur. Donc ça ici, ça va venir ressortir le côté un peu dur de la justice. Et je trouve qu'on retrouve aussi le hiérophante. D'abord pour la couronne à 3 niveaux comme celle du hiérophante, mais aussi pour les gestes, hein, il y a quelque chose de symbolique dans les mouvements de main qui sont un peu plus vers le haut, mais la toge aussi, hein, il y a quelque chose de similaire avec l'espèce de décoration autour du cou et des décorations qui pendent vers le devant. Alors, le hiérophante en a une aussi. Lui aussi a ses colonnes. Donc, je trouve qu'il y a un beau rappel. Donc, si on revient un petit peu en arrière, le hiérophante parlait de prendre connaissance qu'il y a du sacré, puis probablement que la justice, comme elle nous juge sur 3 niveaux, va aussi aller jouer dans le sacré, dans la connaissance, et puis en fait, ça va rentrer dans son jugement, ça va peser dans la balance. Alors, pour la justice, si on résume tout ça, c'est une carte qui nous dit de prendre nos responsabilités, de prendre un temps pour vraiment bien discerner, mais un discernement qui va être structuré, qui va être organisé, qui va être assez logique. Ça, on va aller chercher ça chez l'empereur. Prendre en compte les différentes perspectives, aller chercher un certain équilibre, une équité aussi, de prendre une décision tout en évaluant le pour et le contre en fonction de soi toujours et sur les 3 volets. Donc ça peut toucher le matériel, l'intellectuel, le spirituel, puis d'accepter ce qui va s'en suivre. Donc au bout de la justice, on peut bien s'en tirer comme être condamné, mais toujours dans le souci que c'est pour notre bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la roue de la fortune et la justice. Donc, les cartes 10 et 11 des arcades majeures, du Rider-Waite. Et puis, on verra la suite dans de prochaines vidéos. Ça va me faire plaisir aussi si jamais vous avez d'autres interprétations, des choses que j'ai pas abordées dans les cartes et que vous me les laissiez en commentaire pour qu'on puisse échanger puis partager nos connaissances. Je crois que plus on en connaît sur les cartes de tarot, plus on arrive à faire des interprétations qui sont justes et personnalisées aussi.
Et plus je pense que c'est facile de retenir le sens des cartes quand on comprend qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et que ça vient nous parler. Donc, n'hésitez pas, puis à dans une prochaine vidéo.